6e édition de Sans détour. Nous avons sur ce plateau Maître Mame Adama Gueye. Maître, bonjour. Bonjour. Maître, on ne vous présente plus, vous êtes avocat d'affaires. Vous êtes présentement un des membres fondateurs de la plateforme Sénégal Vignibug, qui est une ex-croissance du Forum civil. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. On précisera plus tard. On précisera plus tard. Oui, tout à fait. Et vous êtes également ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle. Tout à fait. C'est également, vous nous direz pourquoi vous avez raté cette occasion unique. Mais surtout, peut-être que ce que beaucoup de gens ne savent pas de vous, c'est que vous êtes membre d'un think tank qui s'appelle Dakar Business Hub. Et je pense que c'est un think tank qui aujourd'hui va développer des problématiques sur les problèmes de socio-économiques et du développement, les innovations socio-économiques dans notre société. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu vers la fin. Pour vous interroger, nous avons donc aujourd'hui M. Amadou Ba, qui est rédacteur en chef du quotidien LAS. Bonjour, M. Amadou Ba. Bonjour. Nous avons également Sophie Lee-Sow, directrice de Nexus Group, ancien rédacteur en chef du quotidien Sud, et M. Baye Makebe-Sarr, journaliste à la Gazette. Et je ne voulais pas peut-être dire, nous avons comme invité spécial M. Mokhtar Ba de la plateforme, de la Perle, une autre plateforme également qui lutte pour la défense et la réappropriation du littoral. Merci. Pour commencer cette 6e édition de Sans détour, Maître, l'actualité, évidemment, nous commande de vous interroger sur cette réaction que beaucoup considèrent comme étant intempestive de votre plateforme sur le marathon sur le marathon de FH. Merci pour la précision. Et pourquoi cette réaction? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation, de dire bonjour à ceux qui nous suivent et de dire le plaisir que j'ai de participer à cette émission. Pour répondre à votre question, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir le feedback, parce que vous considérez que certains estiment que c'est intempestif. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas. Maintenant, c'est clairement précisé. Cette réaction concernant ce marathon, moi, j'y souscris totalement parce que ça fait déjà 1 an, je participais à une émission, je crois que c'était sur RFM, où je posais cette question de cette concession. Parce que quand même, il y a des questionnements. Le questionnement, c'est les conditions dans lesquelles cette concession a été accordée. La structuration financière, c'était très surprenant parce que il est très difficile de comprendre que l'État, après avoir mobilisé autant d'argent, après avoir emprunté autant d'argent, permette à un privé d'arriver, de mettre 61 milliards là où l'État avait déjà mis 380 milliards pour qu'on donne cette concession sur 30 ans, avec ce que ça rapporte des profits colossaux. Sur la structuration financière, on se pose la question. Si un privé peut aller emprunter 61 milliards, je le dis en présence de Mokhtar qui est expert comptable, 61 milliards, l'État, a fortiori, peut le faire. Donc on aurait pu parfaitement concevoir que l'État emprunte 61 milliards pour boucler tout le financement et confier peut-être la gestion à un privé, pas en concession, en exploitation. C'est-à-dire utiliser les services d'un privé. Donc c'était surprenant qu'on ait fait autant de facilité à une société privée. Vous auriez été capable de mobiliser le même montant si on vous avait mis dans la même position qu'EFH. Parce que si vous dites à un banquier ou à un financier, j'ai besoin de 61 milliards pour compléter le financement d'un projet sur lequel on a déjà financé 380 milliards. Mais n'importe quelle institution financière vous donne l'argent. Oui, mais même... Il suffit juste de donner le business plan, de donner les cash flows attendus pour avoir l'argent. Donc c'est ça le questionnement, le premier questionnement. Dans quelles conditions ça a pu se faire? Le deuxième questionnement, c'est le coût. Parce qu'il suffit de faire du benchmarking pour se rendre compte, c'est quand même un coût exorbitant. Là où on fait payer 1400 francs pour 20 km d'autoroute, on fait payer 1395 francs aux Marocains pour 80 km d'autoroute entre Rabat et Casablanca. Donc, la position des initiateurs de cette initiative est très simple. Il ne s'agit pas de dire on est contre le sport. Et je vais vous faire une confidence. J'étais même inscrit au marathon. C'est quand l'initiative est sortie, j'ai dit, je me suis senti interpellé. Et c'est pour ça que je ne vais pas au marathon. J'étais déjà inscrit. Donc ça veut dire que j'aime le sport, je voulais le faire. Mais quand j'ai été interpellé, je suis revenu et j'ai changé de position pour dire je n'y vais plus.
Donc, c'est pas qu'on n'est pas contre le Oui, mais sport, c'est on n'est justement pas la question contre le que marathon. moi j'ai envie de poser cette question. Cette autoroute est mise en service déjà depuis plus de 2 ans. Pourquoi tout ça est maintenant? C'est un rappel, c'est une opportunité. Vous êtes un journaliste, il y a des opportunités sur lesquelles il faut rebondir. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière? Non, absolument pas. Il n'y a pas une question de règlement de compte, de frustration mal réglée? Absolument pas. C'est une opportunité. Vous êtes un communicateur, vous savez ce que c'est. Toute la presse, toute l'attention de l'opinion est portée sur ce marathon. C'est une bonne opportunité de communiquer sur ces questionnements. C'est tout. Mais il n'y a rien derrière. Amadou, oui, si vous voulez rebondir sur la question. Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Bonjour, maître. Bonjour. Là, c'est 2 questions que vous soulevez. Et les 2 sont légitimes. C'est la question du coût de cette autoroute et la question du coût de construction, la question de la facturation, du coût du péage pour les usagers. Et les 2 questionnements sont légitimes. Ils m'interpellent en tant que citoyenne. J'ai entendu ce matin M. Dieye parler et j'ai écouté avec énormément d'attention en tant que citoyenne et usager de l'autoroute. Alors, mais très sincèrement, je suis intriguée, perplexe face à l'approche et la méthode, votre méthode. L'approche, c'est d'une part, il y a la confusion qui se crée entre la problématique de l'autoroute et le marathon. Il y a un lien qui se crée qui, je pense, crée une confusion. Alors, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moment? Parce qu'effectivement, les gens vont dire sport, et puis il y a une bonne initiative, et puis ces gens, c'est des gens qui sont toujours chagrins, etc., etc. Est-ce que du point de vue de la communication, de la clarté du message, votre approche est la bonne? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est du point de vue du coût. Je suis d'accord avec vous que 1 400 francs, surtout que vous avez benchmarké, effectivement, on s'interroge. Et alors, comme dit Maman, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait, puisque la question est aussi pertinente, légitime pour le citoyen au niveau de la haute gouvernance comme au niveau quotidien de l'usager, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces silences depuis 1 an que vous avez parlé à RFM et maintenant? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Très bien. Sur la première question, je laisserai les spécialistes répondre. On verra, on évaluera sur la base du feedback. Peut-être que vous avez raison, moi je ne suis pas un spécialiste de communication. Mais je pense que dans la formulation du communiqué, il est clairement dit que nous ne sommes pas opposés au sport, nous ne sommes pas opposés au principe d'un marathon, ce n'est pas la question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appréciation des initiateurs, c'est de se dire c'est une occasion de communication. Maintenant, on verra. Je ne pense pas que c'est une question d'esprit chagrin ou parce qu'il y a quelque chose qui y a derrière. Moi, je l'ai dit il y a 1 an ou un peu plus. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas toujours les relais mérités. Parce que quelquefois aussi, sur des questions aussi importantes, si c'était correctement relayé, entretenu par les professionnels de la communication, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation. Nous posons un problème. Quand on pose un problème, ce n'est pas à nous de le laisser sur le champ public. Il y a la com qui doit jouer un rôle. Donc pourquoi depuis 1 an on ne fait rien? Voilà l'explication. Est-ce que c'est encore temps de faire quelque chose? Le questionnement interpelle sur beaucoup d'autres choses. Par exemple, quand je dis le questionnement interpelle sur autre chose. C'est sur la méthodologie et les modalités d'allocation des opportunités économiques. Ce n'est pas que le cas des phages. C'est une question de gouvernance. Oui, de gouvernance économique. Il y a aussi des marchés. Aujourd'hui, les 2 plus gros marchés. Ouais, mais on reviendra sur la gouvernance tout à l'heure avec le volet consacré à la corruption. On va laisser à Amadou le soin d'enchaîner sur les autres aspects de cette première partie. Oui, maître, Momar disait tantôt, pourquoi maintenant? Alors aujourd'hui, le président Macky Sall a demandé à son parti, on va enchaîner pour parler politique, a demandé à son parti de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur la nationalité, la binationalité alléguée du président Abdoulaye Wade. Pensez-vous que cela est opportun? Êtes-vous un binational? Du tout. J'arbore fièrement ma nationalité sénégalaise exclusive. Alors, cette question, il y a un peu d'hypocrisie. Je ne suis pas sûr que Monsieur le Président de la République ignorait totalement cette binationalité. J'ai un doute sérieux. J'ai un doute sérieux. Et je crois que sous ce rapport-là, il y a peut-être une exploitation politicienne de ce phénomène. Mais je ne dis pas que je suis favorable à ce qui s'est passé. Au contraire, ce qui s'est passé est extrêmement grave. Extrêmement grave.
Et le summum de l'hypocrisie de la part de notre ex-président, c'est que c'est lui qui a proposé en 2001 qu'on introduise ça dans la Constitution. J'ai vu les derniers jours, c'est lui qui fait une contribution, pour faire une théorie très filandreuse sur binationalité, double nationalité, etc. La seule question qui vaille maintenant, c'est quoi? En 2007, M. Abdoulaye Wade, candidat, s'est présenté à l'élection, a fait une déclaration sur l'honneur, attestant qu'il est de nationalité sénégalaise exclusive, alors qu'il avait une double nationalité. C'est cette forfaiture qui doit être posée comme problématique. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer. Pour moi, ce n'est pas une question d'enquête parlementaire. Un président de la République a violé la Constitution. Comment on fait pour régler cette question? Il faut que cette question soit prise en charge. Est-ce que vous pensez que Maître Wade doit être déchu de ses droits civiques et politiques pour parjure? Écoutez, moi, si on me posait la question, c'est que je pense qu'il mérite au moins d'être privé de son statut d'ancien chef de l'État. Autant que ça. Au minimum. Pour moi, c'est le minimum. Privé de son statut d'ancien chef d'État. Ça, pour moi, c'est le minimum. Donc, il devrait être traduit devant les cours et tribunaux. Moi, je suis je crois en l'état de droit. Il faut respecter la loi. Mais en quoi cela nous avance, puisqu'il nous a déjà dirigé pendant 12 ans et qu'il est parti? En quoi? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas mieux de se focaliser sur les réformes à venir, éventuellement de faire en sorte que cela ne se reproduise plus? Vous savez, on a ici une manière de faire les choses. Chaque fois qu'on pose un problème, on dit, est-ce qu'on ne devrait pas faire autre chose? On n'est pas obligé, on peut parfaitement combiner des choses. On n'est pas obligé de faire une chose et de faire une autre chose après. C'est une question à traiter. Ça n'empêche pas de traiter des autres questions. S'il est établi qu'il y a un parjure, on saisit qui de droit. Et cette question, on la traite. On la met dans un processus de traitement. On s'occupe d'autre chose. Il y a une dimension, à défaut d'être juridique, une dimension symbolique forte et pédagogique. Mais c'est juridique, c'est pédagogique, c'est politique. C'est une question fondamentale. L'état de droit, c'est sacré. Surtout à ce niveau. Et la symbolique dont parle Mme Safili est capitale. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas laisser passer ça. Mais est-ce qu'à l'état actuel, nos textes de loi prévoient des sanctions pour quelqu'un qui viole cette disposition? Mais il faut saisir qui de droit et je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas le droit de répondre. Il faut saisir qui de droit, respecter les droits de la défense, étudier la question pour apporter les réponses appropriées. Mais ça mérite au moins qu'on saisisse les structures appropriées pour voir si effectivement... On va rebondir sur un peu la réforme nécessaire des structures pour parler un peu des mesures proposées, préconisées par le chef de l'État justement pour revoir toutes ces révisions, en fait toutes ces réformes institutionnelles qu'il entend promouvoir. Oui, justement. Parmi ces réformes, il y a justement la réforme au sujet de la nationalité. Il y a un certain nombre de questions qui interpellent, ou alors il y a une corrélation entre ce qui vient de se passer avec notamment le président Wade. Quelle lecture avez-vous sur les 15 points du prochain référendum que le président Macky Sall veut proposer aux Sénégalais? Cette réforme manque d'ambition. En quoi? C'est une réformette. Parce que le pays a besoin de refondation. On ne va pas refonder le pays avec 15 réformettes. Il y a quelques réformes qui sont intéressantes. Je donne l'exemple des candidatures indépendantes. Je donne l'exemple de la modernisation des partis, encore qu'il faille préciser le contenu. Je donne l'exemple du pouvoir qu'on donnerait à l'Assemblée pour mieux contrôler les politiques publiques. Encore qu'il y a mieux à faire, on peut y revenir si vous voulez. Mais il y a des questions fondamentales si on veut refonder. Parce que quand même, n'oublions pas que le président Macky Sall a signé la charte de gouvernance démocratique. Avec réserve, bien sûr. Le président Macky Sall non, il n'y a pas de réserve. Ça, voilà la vérité historique. Il n'y a pas de réserve. Il a signé purement et simplement. Et en signant la charte de gouvernance démocratique, tous les signataires s'engagent à faire respecter la charte de gouvernance démocratique. Le président Macky Sall a désigné une commission nationale de réforme des institutions. Mais sur des fondamentaux
Je vais vous donner les fondamentaux sur lesquels le président a totalement occulté dans les réformes proposées. C'est pour ça que je parle de réformer. Cumul, statut de chef de l'État, chef de parti. Question fondamentale. Équilibre des pouvoirs. La méritocratie. C'est un principe qui a été consacré dans la charte de gouvernance démocratique. La fin du cumul des mandats, l'incompatibilité des fonctions de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques, l'appel à candidature pour certaines responsabilités, question fondamentale. On nous avait dit la patrie avant le parti. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Voilà pourquoi je dis que c'est des réformettes. Le pays doit être refondé. On doit rétablir les fondamentaux républicains. On a toutes les apparences d'une république sans être une vraie république. Donc le président Macky Sall a loupé une occasion. Il manque d'ambition pour ce pays. Quelle devrait être la réforme phare, la colonne vertébrale d'une refondation? Le gros signal, ce serait qu'on arrête ce cumul dépassé d'être président de la République et chef de parti. Équilibrer les pouvoirs. Je vous donne un exemple pour parler de l'Assemblée nationale. Pourquoi dans ce pays qu'on dit démocratique, 99,98% des lois sont d'origine gouvernementale. Oui. La vocation de l'Assemblée, c'est de produire des lois. Et l'Assemblée produit 0,0 je ne sais combien de lois. Enfin, produit. Elle vote. Mais elle doit produire. L'Assemblée doit faire des propositions de loi. On n'a que des projets de loi qui viennent du gouvernement. Parce qu'on a verrouillé. Dans la Constitution, il y a une disposition qui dit que si un député fait une proposition de loi, il doit identifier les ressources permettant de mettre en application là. Ça veut dire qu'on décourage totalement la production législative. D'un côté verrouillé, d'un autre côté, il y a la faiblesse même de l'Assemblée des députés. C'est voulu, parce que c'est la structuration, oui. C'est la structuration de l'organisation du système politique qui fait que pour être à l'Assemblée, ça dépend du bon vouloir encore du secrétaire général du parti, président de la République, qui ordonne tout. C'est même le président de la République qui décide de la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Mais justement, donc tout cela est une question de gouvernance démocratique. Mais tout à fait, c'est toute la question. Voilà, c'est pour ça que je dis que ce projet manque d'ambition. En tout cas, nous, au niveau de Sénégal, nous avons beaucoup plus d'ambition pour ce pays. C'est pour ça que sur ce projet, on a des positions claires. On vous verra à l'œuvre bientôt. Est-ce que vous pensez que les élections de 2017 se tiendront par rapport à aujourd'hui le processus qui a été déclenché? Techniquement. Je suis totalement convaincu. En tout cas, c'est à mon avis, c'est le souhait des Sénégalais. C'est mon avis. Très bien. C'est mon avis qu'on aura des élections en 2017. Et on devrait les avoir parce que c'est le président qui a pris l'engagement. Et sur ce point d'ailleurs, qu'on arrête de nous dire que le président a fini de remplir son engagement. L'engagement du président de la République, ce n'était pas de soumettre le projet de référendum. L'engagement du président de la République était clair, net et précis. Je réduis mon mandat, je me l'applique. Tant qu'il n'aura pas respecté cet engagement, il n'a pas fini de remplir.